ouvert le séminaire de l'équipe 3 IMSIC. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Pierre Fourquet-Courbet, je suis professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à Aix-Marseille Université et à l'IMSIC, co-responsable avec Didier Courbet, Philippe Bonfils qui va arriver, Hervé Zenouda, de l'équipe 3 de l'IMSIC. Donc, merci à toutes et tous de votre présence à ce séminaire que nous organisons aujourd'hui autour de la question des usages et effets des médias, nouveaux concepts, nouvelles recherches, ce qui laisse des perspectives intéressantes. Donc, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir en tant qu'invité extérieur le professeur Thilo Von Pape, qui est professeur ordinaire en sciences de la communication et des médias à l'Université de Fribourg, en Suisse. Donc, Thilo Von Pape a fait un doctorat en sciences de la communication à l'université de Zurich et il a été enseignant-chercheur à l'université de Hohenheim à Stuttgart, à la, pardon pour l'accent, Ludwig Maximilians Universität de Munich et à l'université de Zurich, mais il connaît également extrêmement bien l'écosystème et le contexte des sciences de l'information et de la communication française puisqu'il a été maître de conférence à l'université de Franche-Comté. Donc, au sein de la chaire des sciences de la communication et des médias qu'il dirige, le professeur Thilo Von Pape et son équipe s'intéressent aux usages et effets des médias dans le contexte des changements dans les technologies et dans les pratiques de communication. Donc, les enjeux étudiés comprennent notamment les bénéfices que les usagers peuvent tirer des médias en termes de plaisir, de connaissance et de capacité d'action. Et en parallèle, avec l'IMSIC, pour commencer les points de convergence, nous étudions les bénéfices ou difficultés en termes de bien-être et de sentimental liés aux usages des médias numériques. Donc, il y a énormément de points et d'intérêts communs. Donc, les travaux de Thilo portent en particulier sur les usages des technologies de communication numérique et des médias mobiles, ainsi que sur les innovations médiatiques. Et plus précisément, il s'intéresse à l'appropriation et aux usages des technologies de communication numérique et des médias mobiles, smartphones, réseaux sociaux, intelligence artificielle, Internet des objets, jeux informatiques, mais aussi aux effets individuels et sociétaux des usages. Et là encore, on voit des points de convergence par rapport aux optiques micro, méso et macro-sociales que nous pouvons avoir. Donc, parmi ces nombreuses productions scientifiques, je voulais simplement souligner l'ouvrage qu'il a co-dirigé avec Veronika Karnowski de la Chemnitz University of Technology en Allemagne et qui a été publié en 2024 chez un éminent éditeur scientifique américain qui s'appelle The Mobile Media Debate, Challenging Viewpoints Across Epistemologies. Et c'est un livre qu'ils ont donc co-dirigé qui propose un aperçu des principaux débats entourant le rôle des médias mobiles dans la société actuelle avec des enjeux éminemment importants. J'ajoute, et ce n'est pas la moindre chose, qu'il est cofondateur de la revue Mobile Media and Communication et rédacteur en associate editor du Journal of Computer Mediatic Communication. Et pour avoir avec Didier Courbet publié dans cette revue, je peux vous dire que le niveau d'exigence est élevé. C'est la 5e revue sur 96 en sciences de la communication avec, pour les puristes, un impact factor de 7,2. Donc, c'est une grosse revue. Donc, c'est bien, si vous l'aviez compris, un chercheur d'envergure internationale que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Et les points de convergence et liens scientifiques avec les travaux de l'équipe 3 de l'IMSIC sont nombreux, emplis de perspectives, évidemment, de collaboration scientifique heuristique pour les sciences de la communication et en particulier aujourd'hui dans le contexte des usages et effets des médias. Alors, Thilo va nous parler dans son intervention de la fluidité comme concept transversal des usages et effets médiatiques, une conférence qui s'annonce passionnante et éclairante. Et une précision, nous lui avons également demandé d'intervenir en tant que grand témoin et de réagir aux communications des autres intervenants de ce séminaire. Et nous remercions
pour cet élément. Donc, un petit rappel rapide du programme que vous avez reçu, simplement pour vous dire que nous aurons 3 interventions ce matin, que nous ferons une pause de 12h15 à 13h45, que je passerai ensuite la parole et le relais de l'animation à Pascal Bernard, qui va arriver, et nous devrions avoir terminé pour 16h, qui est l'heure symbolique importante pour toute réunion marseillaise. Donc, avant de donner la parole à Thilo, je vais la passer à Didier Courbet pour une introduction épistémologique à ce séminaire. Donc, Didier Courbet, qui est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'INSIC, Aix-Marseille Université, et également psychologue de la santé. Ses recherches portent sur les usages des nouvelles technologies digitales et des médias, des écrans en général, et sur les effets sur la santé, le bien-être, la vie sociale, avec des aspects bénéfiques et délétères, notamment liés aux addictions, entre guillemets, aux réseaux sociaux. Il est également spécialiste dans les recherches sur les changements de comportement et de la persuasion. Et comme je suis sur l'actualité des intervenants de ce séminaire, il vient de publier avec Serge Herberg, qui est le créateur du Nutri-Score et leur équipe, un article prouvant l'impact du Nutri-Score sur les perceptions et intentions d'achat des consommateurs dans International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Là, c'est la meilleure revue mondiale en nutrition et médecine. Vous avez peut-être vu les grosses retombées médiatiques de cette étude, de quoi faire avancer la science, mais aussi mettre la pression sur les pouvoirs publics pour intensifier le lobbying en faveur de l'affichage du Nutri-Score et j'ajouterai de la santé des consommateurs. Concernant ton intervention, je vais te laisser en parler et je te passe la parole, mon cher collègue. Merci. Il y a un petit Je coupe mon micro aussi. Voilà. Ok, bon, j'espère que le son est bon. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire vite. Merci pour cette belle présentation, ma chère collègue. Bien. Donc, oui, je vais vous parler pour commencer. Pour les étudiants doctorants, on a des étudiants de M2 aussi, mais surtout doctorants, ou même les collègues chercheurs qui ne connaissent pas forcément le paradigme de la réception, des effets, des usages. Je vais juste faire un petit rappel. En sciences de l'information et de la communication, on a beaucoup aussi de chercheurs qui travaillent en information, et donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est connu. Donc, une petite introduction qui est succincte. Je ne vais pas aller dans les détails. Pour les experts, bon, pour vous, c'est connu tout ça, mais pour les autres, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un rappel. Alors, je vais commencer, parce que c'est nécessaire, me semble-t-il, de partir d'une définition de la communication. La communication, on peut la définir comme étant un processus de production et de réception de messages médiatisés, contextualisés, grâce auxquels les humains interagissent et co-construisent des significations, des affects et des actions collectives et sociales. Donc, dans la définition de la communication, vous avez la notion de réception. Et dans les sciences humaines et sociales et en sciences de la communication, les 3 grands paradigmes qui ont été développés en matière de réception, donc tout ce qui se situe en aval de la production du dispositif, eh bien, ce sont les paradigmes 1 des usages, 2 de la réception, 3 des effets. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, mais pour faire simple, je vais me concentrer sur ces 3-là. Je vais les présenter successivement. Je vais présenter des aspects épistémologiques, théoriques, méthodologiques sur ces trois grands paradigmes. Peut-être voir quelques différences, quelques ressemblances. D'emblée, l'optique que je vais prendre, c'est que ce sont des paradigmes qui sont complémentaires. Je pense que c'est un peu ridicule, comme on a parfois, de dire vaut mieux faire de la réception que des usages ou des effets, les effets n'existent pas, etc. C'est complémentaire, ça apporte des éléments épistémologiques, théoriques, méthodologiques qui sont complémentaires. Alors, on va commencer tout de suite par le premier paradigme, les usages des médias. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que les usages? Alors, de nouveau, petit rappel, j'insiste, mais pour ceux qui connaissent, ça va être des rappels. Les usages, eh bien, on envisage un continuum dans les usages, c'est-à-dire qu'on peut partir de quelque chose qui est très simple et pratique. Alors, qu'est-ce qu'une pratique? Ça peut être une simple consommation, c'est-à-dire j'ai un comportement avec un média, un objet. Deuxième,
L'utilisation, alors l'utilisation est un petit peu différente sur le plan conceptuel que la pratique, c'est-à-dire l'utilisation connote un aspect de c'est conforme au mode d'emploi, c'est-à-dire qu'on va être en gros dans des usages qui sont souvent prescrits par le producteur. Voilà ce qu'on peut appeler utilisation. Et puis ensuite, il y a vraiment, on rentre dans le concept d'usage en tant que tel, qui est défini par les chercheurs qui travaillent sur cet aspect. Déjà, par un premier aspect, c'est que ça nécessite une certaine stabilité temporelle des pratiques. C'est-à-dire que la pratique reste dans le temps, à la différence de ce qu'on a appelé l'utilisation tout à l'heure. Hein. Ça reste dans le temps, premier point. Deuxième point, si on veut étudier les usages, il faut déjà aussi déterminer le type d'échelle et le niveau de granularité dans lequel on va se situer. Il faut définir également une temporalité. Est-ce qu'on étudie les usages sur du court terme, sur du moyen terme, sur du long terme? Prenons le cas donc de l'échelle avec laquelle on va étudier les usages. On peut avoir une étude des usages au niveau individuel. Donc, dans ces cas-là, on va travailler davantage sur on va croiser avec des variables qui sont plus de valeur personnelle. Par exemple, sur les réseaux sociaux, est-on actif ou passif? Ça, c'est une variable qui est au niveau individuel. A-t-on plus ou moins d'estime de soi? Et l'estime de soi qui est croisée avec ses usages, par exemple. Au niveau social, ensuite. Donc, je peux mettre la granularité sociale. Alors, le terme social, il est un peu ambigu parce que ça renvoie à plusieurs aspects. Soit on entend par le terme social ce qui est partagé par un très grand nombre d'individus, ce que dans une culture, par exemple, on a de commun. Pour un certain nombre de chercheurs, ça prend le nom de social. Mais il y a un deuxième aspect derrière le nom de social, c'est que c'est en lien avec des variables sociales. C'est-à-dire ça peut être des comportements individuels, mais en lien avec des variables sociales, c'est-à-dire qu'on va croiser avec, par exemple, les PCS ou CSP, avec la classe sociale, etc. Et dans ces cas-là, les usages vont diverger en fonction de déterminants sociaux. Donc, il faut être assez clair sur quelle est la définition qu'on va utiliser. Je vais vous donner un exemple très simple, qui est sans doute un des paradigmes les plus développés, c'est le paradigme des usages et gratification. Alors, petit rappel, ça date de 1974 initialement, c'est Katz qui l'a mis en place. 1974, j'avais 5 ans, mais je ne m'en souviens plus. Et donc, ça veut dire que c'est loin. Hein. C'est pas nouveau, hein, le paradigme des usages. En gros, qu'est-ce que disait Katz? Il disait que sa théorie avait pour but d'expliquer quelle satisfaction les médias apportent aux individus, quelles sont les réelles fonctions et les véritables importances. Et Katz a décrit 35 besoins sociaux et psychologiques pour les récepteurs, qu'il a répartis en 5 catégories. Alors, je ne vais pas tous vous les donner, mais je vous donne les grandes catégories. On va utiliser des médias donc, pour satisfaire des besoins qui sont de l'ordre de la distraction. Et on a mis plusieurs, dont la notion d'émotion, la notion d'éveil de la sexualité, donc on est un peu dans le biologique. 2, des relations sociales, deuxième grand besoin, la socialisation, l'identification aux autres, le sentiment d'appartenance. 3, tout ce qui est de l'ordre des besoins liés à l'identité et aux valeurs sociales, narcissisme aussi, développer, renforcer son identité, ses valeurs. 4, la recherche d'informations, notamment pour pouvoir satisfaire sa curiosité, etc. Et donc, en gros, ce que disait Katz, c'est que les individus ne choisissent pas forcément le même média, et chaque média va pouvoir satisfaire différents besoins en tant que tel. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, il y a une évolution du paradigme des usages, et ces besoins ont été réorganisés à la lumière, bien sûr, des avancées à la fois en psychologie sociale, en sociologie, mais aussi au niveau des technologies. Alors, par exemple, une des avancées qu'on trouve aujourd'hui, c'est le regroupement de l'ensemble de ces besoins, ou une grande partie de ces besoins, sous le terme de bien-être hédonique, de bien-être psychologique. Je vous renvoie, pour ceux qui sont intéressés, sur un très bon article d'Ozimek et Förster dans le Journal of Media Psychology. Et aujourd'hui, on parle aussi de plus en plus de bien-être social. On pourra en parler tout à l'heure. Autrement dit, par exemple, les médias, dans les recherches qu'on a actuellement, comment sont-ils utilisés pour s'adapter en cas de contexte délétère? On l'a vu pendant le Covid. Comment est-ce que les personnes vont utiliser les médias comme stratégie de copying, c'est-à-dire d'adaptation pour mieux s'adapter au délétère? Et dans ces cas-là, on peut pouvoir étudier les déterminants qui sont psychologiques,
les déterminants qui sont sociaux et les déterminants qui sont évidemment culturels liés à ces usages-là. Un usage peut-être particulier qu'on aime bien citer en France, puisqu'il fait suite aux travaux initiaux de De Certeau, puisqu'on va parler d'appropriation. Alors l'appropriation, qu'est-ce que c'est? C'est un cas d'usage où la maîtrise technique et cognitive du média est tellement créative, créatrice au quotidien que la personne va réinventer, ou que les personnes vont réinventer les usages et donc vont mettre, entre guillemets, à leur sauce l'usage pour en faire des usages un peu détournés de l'usage qui était initialement prescrit par le producteur. Et donc, c'est là qu'il y a la possibilité d'innover sur de nouveaux usages, etc. Alors, même si aujourd'hui on doit toujours à l'école américaine de Columbia, donc dans les années 40, cette notion de fonctionnalisme derrière l'usage des médias, eh bien en Europe, ça, bien sûr, ça continue, ça évolue, et c'est un domaine qui est extrêmement dynamique. En Europe, on a la chance d'avoir des pays qui sont extrêmement dynamiques. Je pense à l'Allemagne, d'où vient Thilo d'ailleurs, mais les Hollandais et les Anglais sont aussi très avancés. Et je trouve qu'en France, on manque un peu de travaux sur, non pas les usages sociaux, parce que il y a un courant comme assez développé, mais sur les usages plus individuels. Alors, il ne faut pas oublier que quand on parle d'usage, il y a des caractéristiques à mettre en place. C'est-à-dire que même dans le paradigme des usages, il va falloir le situer théoriquement. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix théorique. Les usages, pour rappel, ils sont mesurables pour une grande partie de ces usages-là. On va parler par exemple de temps d'usage pour les écrans, que vous connaissez bien, mais il existe également des échelles qui sont standardisées pour mesurer ou pour évaluer des types d'usages. Et quand on s'intéresse du coup aux méthodologies, eh bien au niveau des méthodologies, on a des méthodologies qui sont quantitatives, très peu développées en France, je veux dire malheureusement, parce que ça nous restreint au niveau des paradigmes possibles, mais fortement développées en France sur la notion d'enquête qualitative, telles que des entretiens, des observations ethnographiques, des entretiens qui permettent d'accéder aux motivations, aux significations, aux expériences qu'ont les gens avec leurs usages. Et donc, à partir de là, on a vraiment, sur le plan méthodologique, un éventail très large, avec peut-être dans les méthodologies, j'y reviendrai après, une méthodologie qui n'est pas utilisée dans les usages, ou peu en tous les cas, qui est la méthodologie expérimentale, même si on peut le faire, mais c'est moins une approche qui est développée sur la notion d'usage. Peut-être que Thilo aura des idées là-dessus. Voilà. Que fait-on dans le laboratoire ici en matière d'usage? C'est quelque chose qui est développé depuis peu de temps. Philippe Bonfils, qui est ici, qui vient d'arriver, bonjour Philippe, travaille sur les usages, notamment en notion expérientielle, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais voilà quelques travaux récents de nos doctorants sur les usages. Laure-Emeline Bernard, qui est présente ici, va étudier par exemple comment la communication interpersonnelle concourt au bien-être social des joueurs de jeux vidéo en ligne, des jeux vidéo multijoueurs. Elle a par exemple montré qu'avec la communication, pendant le jeu, il y a un développement et un renforcement des liens sociaux très forts grâce à la communication. Les joueurs développent un soutien perçu entre eux qui est extrêmement fort. Il y a énormément d'émotions qui se jouent dans la communication. Alors, un petit exemple qui peut être illustratif, c'est que les joueurs entre eux s'insultent. Alors, on peut trouver ça un peu bizarre, mais pas du tout. Ça fait partie de leur jeu, de leur rituel. Et même s'il n'y a pas d'insulte, c'est pas amusant. Et donc, c'est un jeu qui développe le bien-être social. Autrement dit, ici, voilà comment on va rechercher dans les jeux vidéo à satisfaire ce besoin de lien social. Alors, allons un peu du côté des idéologies politiques, parce que c'est vrai que si on raisonne maintenant au niveau épistémologique, il y a quand même quelques critiques qui ont été données au courant des usages. C'est que quand on regarde l'idéologie qui sous-tend les usages, que ce soit individuels ou sociaux, la principale objection qui est faite, c'est que ça passe sous silence l'impact des médias. C'est-à-dire que dans la mesure où les personnes vont chercher dans les médias de quoi satisfaire leurs propres besoins,
et on a envie de dire, bah, vive les médias, quoi, pour le faire simple, hein, vive la société de consommation. Parce qu'à partir de là, bah, on trouve de quoi satisfaire les besoins humains dans les médias. Et certains vont dire, bah, pas du tout, parce que quand on satisfait un besoin par un média, eh bien, peut y avoir des effets pervers sur d'autres nécessités de l'être humain, comme par exemple le développement psychomoteur de l'enfant, comme par exemple la nécessité de faire du sport, de voir des gens, de sortir. Et donc, il y a toujours cet aspect de, si on satisfait des humains, des besoins dans une certaine mesure, eh bien, quelque part, ça peut nuire à certains autres aspects. Donc, attention, nous disent certains chercheurs sur le plan idéologique, c'est que les théories des usages passent sous silence cet aspect-là. Passe sous silence également la notion de critique économique, c'est-à-dire que nécessairement les médias sont possédés par des groupes financiers, et donc ça favorise la société libérale. Et tout ce qui est de l'ordre des paradigmes des usages passe sous silence, alors qu'on verra que ce n'est pas le cas des théories de la réception derrière. Et donc, ça veut dire que lorsqu'il y a eu, à un moment donné, dans les années 70-80, le développement de la théorie des usages, il y avait en parallèle le développement des théories de la réception, via notamment les cultural studies, notamment Stuart Hall, qui, lui, s'opposait fortement aux usages en disant qu'il y a des rapports de domination qui subsistent, et donc le fait que, par les médias, on impose une seule idéologie à l'ensemble de la société, et donc ça, les usages n'en rendent pas compte. Alors voilà pour le premier grand paradigme, paradigme des usages. En parallèle, s'est développé le paradigme de la réception. Alors voilà un deuxième grand paradigme intéressant, le paradigme de la réception complètement différent. Ce ne sont plus des personnes qui vont satisfaire des besoins dans la réception, mais le concept de réception, il a à comprendre en remettant dans un contexte de communication. C'est-à-dire qu'en communication, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a de la production d'un dispositif qui va être reçu. Donc, à partir de là, souvent, quand on parle de réception, ça connote qu'il y a une production derrière. Et donc, souvent, on va comparer production et réception, ce qui n'est pas le cas des usages. Donc, il faut comprendre la réception à la lumière d'une théorie sur la communication plus générale. Et donc, la réception, si vous voulez, c'est un espèce de processus dynamique. C'est un processus de dynamique qui peut ou non être suivi d'effets. Alors ça, c'est le troisième paradigme qu'on verra après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le processus de réception, il aboutit à un changement fort en aval, au final, à ce moment-là, on va dire qu'il y a des effets. Mais ça, c'est le paradigme suivant. Mais je peux très bien recevoir, par exemple, une œuvre d'art. Il y a un processus de réception de l'œuvre d'art, sans forcément que l'œuvre d'art ait des effets sur moi après. C'est-à-dire que je la vois, j'ai des émotions, je comprends, j'ai de la signification, mais ce n'est pas pour autant qu'en sortant du musée, elle va me marquer, elle va donc avoir des effets. Donc, le processus de réception n'est pas complètement identique à la notion d'effet. Hein, c'est deux choses qui sont différentes. Mais il peut y avoir aussi des réceptions qui sont suivies d'effets. Alors, de nouveau, quand on fait de la réception, on doit situer. À quelle échelle on se situe? Est-ce qu'on fait de la réception au niveau individuel? Auquel cas, on va plutôt parler de signification, de cognition, comment les pensées sont créées, comment les attitudes sont créées et comment je peux ensuite former des opinions ou des représentations. On va pouvoir aller du côté aussi, toujours au niveau individuel, des affects, qui en communication en France se développent de plus en plus, les peurs, les rires, etc., ou du côté des comportements à la suite de la réception. Donc ça, c'est plutôt le niveau individuel. Et dans ces cas-là, on va plutôt évoquer des termes de réception sur des personnes, sur des individus qui sont situés socialement ou des sujets sociaux. Mais la réception peut se faire aussi à un niveau social. Donc là, on est sur un niveau de granularité un peu plus important, une échelle sociale, sur, par exemple, des normes sociales, sur des valeurs, sur la communication interpersonnelle, sur des inégalités sociales, sur des aspects structurels. Et dans ces cas-là, on va plutôt s'intéresser au public, c'est-à-dire l'impact, plus exactement, pardon, le processus de réception impliquant des publics, impliquant des classes, impliquant des groupes. On a aussi la possibilité d'étudier la réception à un niveau plus culturel. Par exemple, comment dans un pays on va recevoir
une finale de Coupe du Monde de football où le pays est impliqué, quels sont tous les rites qui sont impliqués par rapport à cette finale de Coupe du Monde, on l'a vu en France, et tout ce qui est ces émotions collectives qui sont partagées et qui peuvent amener après un mythe, le mythe des Français qui ont gagné, etc., la Coupe du Monde, etc. Donc ça, on va être plutôt au niveau culturel. Mais on a aussi la possibilité d'aller sur la réception au niveau politique. Et dans ces cas-là, on va plutôt utiliser le terme de citoyen, la réception d'éléments de contenu liés à des citoyens. Et si on étudie maintenant la réception à un niveau plus économique, on va plutôt parler de consommateurs. Et de nouveau, il y a tout un tas de séries d'études qui sont lancées sur la réception pour les citoyens, sur les consommateurs, etc. Dans tous les cas, n'oublions pas de situer la réception avec une théorie, parce qu'on n'a pas, dans le paradigme de la réception, la possibilité d'avoir une seule théorie. En France, on accorde une grande importance aux théories de la signification. Ça, c'est un contexte un peu français, qui provient sans doute aussi du fait qu'il y a une tradition sémiologique en France assez forte, mais on peut très bien étudier la réception également du côté de l'action, c'est-à-dire qu'on peut avoir des comportements sans forcément produire de la signification en amont. Lionel et Didier pourront peut-être nous en parler après, mais aussi on peut étudier la réception au niveau des émotions, par exemple, au niveau des affects, et de nouveau ici, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau social. Alors, en gros, ici, selon le niveau où on se place au niveau individuel, on va plutôt faire appel, si on est au niveau individuel, à de la psychologie ou de la psychologie sociale, même si on est d'accord qu'en psych, on évite d'étudier à la lumière d'une seule théorie, mais au niveau individuel, c'est plutôt ce champ de référence-là. Maintenant, on va pouvoir aussi élargir un peu la réception, et de plus en plus, ceux qui travaillent sur les réceptions élargissent aussi pour aller voir après le contact lui-même avec le média, en présentiel ou en face à face. Allez voir ce qui va se passer dans les minutes, heures, jours qui suivent le contact avec le média. Dans ces cas-là, on va s'intéresser aux interactions sociales entre les personnes au sein des micro-groupes. On va s'intéresser à la circulation sociale de ce qu'on a pu voir, etc. Donc, on va étudier toute la dynamique de la circulation sociale. Donc, aussi bien au niveau de la signification, des affects partagés socialement ou de la signification partagée socialement. Et les recherches aujourd'hui vont de plus en plus sur la notion de participation, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'avec les réseaux sociaux, une fois que j'ai vu une série, par exemple, je l'ai reçue, donc je peux très bien étudier tout le processus de réception, je vais après partager ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, et dans ces cas-là, je deviens actif. Et vous voyez, la frontière entre les processus de réception, je reçois la série, et après je vais en parler aux autres sur les réseaux sociaux, la frontière avec les théories sur l'usage et le paradigme de l'usage devient un peu flou, parce que je vais utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer avec les autres d'une série que j'ai reçue préalablement. Donc ici, cette notion d'appropriation, de participation également, donc de participation en tant qu'usager, commence à être de plus en plus insérée dans les théories également des usages. Et de nouveau, on va pouvoir parler des implications sociales, politiques, économiques suite au contact avec le média. Donc, si je veux faire une espèce de différence avec les usages, même si ça sera toujours très artificiel, hein, la différence, elle est assez grosse. On peut dire qu'on fait l'usage de médias. Là, je simplifie, hein, on fait l'usage de médias alors qu'on reçoit plutôt des contenus. Alors, je répète, hein, c'est pour simplifier ce que je vous dis là. Ça veut dire que même si je reçois des contenus, bien sûr, je suis actif, mais pas tellement actif sur le plan psychomoteur. Alors que quand je fais des usages des médias, je suis actif aussi sur le plan psychomoteur. Je vais chercher mon média, j'utilise mon mobile, et là, il y a un acte de… La réception, c'est plus une passivité, entre guillemets, psychomotrice, mais par contre, une très grande activité cognitive, une très grande activité affective, une très grande activité qui est plutôt après. Mais face aux médias, je reçois plutôt avec une activité cognitive plus ou moins intense. Alors, aujourd'hui, avec le développement des usages, certains nous disent que les théories de la réception sont mortes. À mon sens, pas du tout. Je ne suis pas le seul à le penser. Il y en a d'autres en France qui le pensent. Je pense à Ségur, par exemple, à Marie-Pierre ici, puis sans doute y en a-t-il d'autres. C'est que ce n'est pas parce qu'on est dans le numérique qu'on ne reçoit rien.
hein. On a bien sûr dans le numérique, on va rechercher des contenus, mais une fois qu'on recherche des contenus, eh bien on reçoit un certain nombre d'images, etc. Donc le processus de réception, il est là. Mais il y a aussi des contenus qu'on reçoit qu'on ne recherche pas, qui ne visent pas à satisfaire nos besoins. Je pense à la publicité. On ne va pas utiliser Internet pour aller chercher de la publicité. On reçoit de la publicité. Donc, quand on est face à de la publicité, ce n'est pas la théorie des usages qui est intéressante. On peut l'avoir. Mais comme je ne recherche pas de la publicité, c'est plutôt des théories de la réception qui vont m'intéresser. Et là, je peux développer toutes les théories qui sont en psychologie sociale, et les automatismes, c'est-à-dire que la publicité m'influence sans que j'en ai conscience. Ça rentre dans mon champ visuel, il y a des automatismes qui se mettent en place, il y a des séries de simples expositions, des conditionnements évaluatifs. Et donc, tout ce sont des éléments qui sont bien théorisés par la théorie de la réception et nettement moins par les théories des usages. Alors, au niveau des théories des usages, certes, il existe des courants qui sont empiriques purs, des courants qui sont empiriques, autrement dit, non critiques. Alors, on pourra en développer, c'est-à-dire qu'on étudie les usages, pardon, on étudie la réception, mais uniquement dans un but scientifique. Mais on peut également étudier la réception dans un but qui va être critique, avec plus d'idéologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je vais vous citer des travaux qui ont été développés dans le laboratoire. Les travaux de Tracy Klein, qui vient d'arriver à l'instant, donc qui tombe bien. Ici, l'idéologie de base, c'était que dans la publicité, il y a des industries agroalimentaires qui contribuent à l'épidémie d'obésité, et donc il faut atténuer les effets délétères de la publicité. Voilà l'idéologie de base. C'est orienté. Donc à partir de là, comment peut-on faire pour essayer d'atténuer ces publicités relativement délétères? On va pouvoir mettre le Nutri-Score. Alors, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais on ne sait pas comment c'est reçu en direct. Et donc, à partir de là, Tracy, dans sa thèse, a dressé une typologie des processus de réception du Nutri-Score. Alors, je n'aurai pas le temps de tout vous développer en détail, mais en gros, il y a 5 types de réception possibles des publicités qui possèdent le Nutri-Score, et donc qui sont selon les valeurs de la personne, selon les valeurs soit orientées santé, soit orientées hédonisme. Eh bien, les individus vont traiter, vont analyser, vont recevoir ces publicités de manière complètement différente, et donc elle a fait une typologie. Et donc, vous voyez ici que on n'est pas dans les usages, on est dans la réception, sous-tendue par des processus qui sont au départ orientés idéologiquement. Mais revenons un instant sur les fondateurs, entre guillemets, des études de réception au niveau, on va dire, de la communication. C'est qu'on doit les études de réception, je vous en parlais tout à l'heure, en grande partie aux cultural studies, c'est-à-dire les cultural studies, l'école donc de Birmingham, qui a bien expliqué que sur le plan idéologique, eh bien, les médias orientent parce qu'ils produisent dans un contexte économique, dans un contexte, on va dire, de société capitaliste, ils produisent nécessairement des contenus qui visent à avoir une interprétation unique en réception. Et donc, pour orienter la réception. Et à partir de là, comme on oriente la réception, eh bien, les récepteurs n'ont pas trop le choix, entre guillemets, même si on verra qu'il y a des processus de résistance. L'objectif, c'est d'avoir une et une seule orientation en réception. Donc, pour faciliter la domination des industries culturelles et des industries médiatiques sur la société. Et donc, à partir de là, les cultural studies ont bien montré comment justement les gens résistaient, comment les récepteurs, le public en réception, parvenaient à avoir une analyse extrêmement critique du contenu et parvenaient à accroître la polysémie en réception pour pouvoir éviter cette domination d'une classe sociale par une autre, et donc d'essayer de négocier le contenu, négocier le sens, d'essayer de résister au sens qui était donné pour aller davantage sur des processus bien plus complexes que ce qui était pensé en amont.
au moment de la production. Et donc, c'est là que, par exemple, on peut faire appel au sein des cultural studies à des modèles, d'où l'intérêt de croiser des théories, à des modèles qui sont issus, par exemple, de la psychologie sociale, puisque comment peut-on expliquer les processus de résistance ou les processus d'influence? Eh bien, la psychologie sociale le cerne bien, c'est-à-dire en direct devant mon écran, j'émets des réponses cognitives, je résiste par des réponses cognitives, ou au contraire, j'ai des processus qui ne sont pas développés de façon active, et donc je vais être influencé par le média qu'on me donne, comme des conditionnements évaluatifs, comme de la simple exposition, comme des théories qui nous donnent pas mal de concepts intéressants, comme la dissonance cognitive. C'est-à-dire que, oui, pendant le moment, je pense qu'ils ont raison, puis après, je change mon comportement et je vais changer éventuellement ma façon de penser à la suite de mon comportement. Donc, ici, on voit l'intérêt qu'il y a sur les processus de réception, également à croiser avec tout un tas d'autres théories. Au niveau des méthodologies qui sont utilisées, grosso modo, on a des méthodologies qui sont à la fois qualitatives, entretien, observation, mais aussi quantitatives. C'est-à-dire que dans les théories initiales, il y a toujours cet aspect de on étudie la production et on étudie le dispositif pour voir les grandes significations qui sont dans le dispositif, avec donc de la sémiotique va nous aider à faire ça. Étudier le dispositif et voir comment en réception, les personnes vont ou pas récupérer dans leur représentation ce qui a été initialement donné dans le contenu. Et c'est là qu'on va croiser des études qui mesurent des représentations, des valeurs, etc. Et on essaie de voir si effectivement c'était bien soit pensé en production comme ça, soit présent dans le dispositif. Voilà pour ce qui est de l'ordre du deuxième paradigme. Troisième paradigme, le paradigme des effets. Alors, on est encore dans toute autre chose. Je discutais avec un sociologue il n'y a pas très longtemps qui me disait, sociologue en communication, qui me disait, mais les effets, ça n'existe pas. Alors, ici, vrai débat en communication. Moi, je défends l'inverse. Oui, les effets existent, évidemment, sauf que peut-être que la sociologie n'est pas la discipline la plus pertinente pour étudier les effets. C'est-à-dire qu'il y a des disciplines qui sont, comme je vous l'ai montré, les cultural studies étaient très en sociaux, les usages, on est parfois au niveau individuel, parfois au niveau social, etc. Les effets, on est plus à l'aise quand on étudie à un niveau individuel des effets, même si on verra qu'il y a possibilité d'étudier au niveau plus collectif. Alors, revenons sur la réception. Le processus de réception, on est d'accord, c'est ce qui se passe souvent en direct, puis après un peu en différé. On est dans les processus qui s'opèrent. Les effets, en gros, c'est une réception peut-être suivie d'effets, ou une réception peut ne pas être suivie d'effets. Hein, donc, par exemple, je vous ai donné tout à l'heure le cas lorsque je regarde un tableau, lorsque je regarde un film, je reçois le film, j'ai tout un tas de processus qui se développent, effet au final sur moi, à moyen et long terme, quasi nul, voire nul, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que j'ai bien compris, bien reçu, mais je n'ai pas d'effet. Donc, il faut qu'il y ait quand même, au niveau des effets, une petite empreinte, au final, qui me marque, même si j'ai traité, j'ai reçu, etc. Souvenez-vous de la définition de la communication de Lasswell. Lasswell nous disait qui dit quoi, etc. Avec quel effet? Donc, autrement dit, dans la définition initiale de la communication, il y avait cette notion d'effet qui était indiquée. Et si on regarde quelle est la définition qui sont données ou qui est donnée aujourd'hui par les chercheurs qui travaillent sur les effets, alors de nouveau, il y en a plusieurs. En gros, on peut dire que ce sont des conséquences au sens large de modifications, d'actions temporelles observables, souvent. Ça peut être des formations, ça peut être des renforcements, ça peut être des changements de cognition, de représentation, d'éléments sociaux, ici, psychologiques ou sociaux, qui apparaissent chez les récepteurs ou utilisateurs de médias et de leurs messages, dans les environnements sociaux, dans les environnements culturels, comme les valeurs, par exemple, à la suite d'une exposition et des traitements de messages médiatisés. Donc, voilà une définition qu'on peut donner des effets. Alors, que je vous disais tout à l'heure, c'est plus facile de montrer les effets à un niveau individuel. C'est clair. Pourquoi?
Parce que quand on parle d'effet, ça renvoie souvent à deux concepts. Le premier concept, c'est le concept de causalité. C'est-à-dire que sur le plan épistémologique, et je développerai un peu plus loin, ça nécessite quand même de la causalité. Et deuxième point, ça peut être étudié, mais en tant que conséquence. C'est-à-dire que c'est une version beaucoup plus soft de la causalité, c'est-à-dire que la conséquence, c'est ce qui est, ça peut être voulu par le producteur, ou ça peut être non voulu par le producteur. On peut avoir des effets voulus ou non voulus. Et donc, de nouveau, ici, on a tout un tas de caractéristiques des effets en tant que tels. On peut avoir des effets qui sont immédiats ou à long terme. Donc ici, il faut faire un choix. On peut avoir des effets, par exemple, quand on travaille sur la santé, on n'a pas d'autre choix, et ça me semble plutôt pas mal d'avoir des effets bénéfiques ou délétères. Alors parfois, ça peut paraître très simpliste, hein, mais il y a des concepts, notamment la santé, où de temps en temps, on est obligé d'être très simpliste. On peut avoir des effets qui sont intentionnels ou non intentionnels. Je pense par exemple aux films violents ou aux jeux vidéo. Ce n'est pas forcément voulu que de rendre les ados violents. Alors ça, c'est une autre question, mais vous voyez qu'ici, il y a des effets intentionnels ou non intentionnels. Et à partir de là, ce n'est pas uniquement les médias de masse, hein, les effets. Ça peut être évidemment sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, dans le paradigme des effets, eh bien, de nouveau, on a un choix au niveau de la granularité opérée, au niveau de l'échelle. À quel niveau on se situe? Est-ce qu'on est au niveau individuel? Est-ce qu'on est au niveau social? Est-ce qu'on est au niveau culturel? Est-ce qu'on est au niveau politique? Est-ce qu'on est au niveau économique? Et donc là, vous avez en sciences de la communication tout un tas d'échelles possibles. Et de nouveau ici, au niveau du paradigme des effets, encore faut-il situer des théories de nouveau. C'est-à-dire qu'on travaille, quand on travaille sur les effets, sur tout un tas de théories différentes. On peut travailler, par exemple, sur des effets individuels liés au changement d'attitude. Par exemple, liés avec des modèles comme le modèle de Fishbein-Einstein sur l'explication des comportements. À titre personnel, j'utilise le concept d'attitude et de mémoire implicite pour des effets non conscients. Donc tout ça, ça fait partie également de ce qu'on doit situer. Quelques exemples d'effets. Alors, pour bien montrer que finalement, on est dans un paradigme qui est toujours un paradigme des effets extrêmement intéressant. Les effets du cyberharcèlement. Alors, quand on me dit le paradigme des effets, il n'existe pas. Un ado qui se suicide à la suite de cyberharcèlement, alors certes, ce n'est pas un effet direct, ok, mais il y a quand même un effet. On est bien d'accord. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais vous donner quelques exemples d'effets qui ne sont pas uniquement symboliques, parce que parfois on dit les effets, c'est du symbolique, donc c'est du non mesurable. Je vais vous donner quelques exemples d'effets qu'on va appeler des effets de matérialité. Les effets sont bien réels, entre guillemets, alors tout dépend de la manière dont on définit le réel. Vous regardez un film, vous pleurez. Vos larmes sont-elles symboliques? Eh bien, une matérialité des larmes. Vous regardez, par exemple, des publicités qui vous font acheter. L'achat, il est bien réel, il n'est pas symbolique. Vous regardez, je travaille dessus, justement, on sait que plus on regarde les écrans, et plus on regarde des publicités pour de l'aliments, plus on grossit. Il y a des effets de causalité démontrés. Le poids, il est bien matérialisable, c'est bien un effet réel. Donc, quand on dit des fois les effets, c'est symbolique, non, il y a bien de la matérialité. Je parlais avec un autre psychologue qui me disait, oui, n'oublie pas, Didier, de citer aussi les effets des films érotiques. Bon, alors j'hésite un peu à vous le dire. Ceci dit, l'effet, oui, il me semble quand même assez net. Hein. Regardons un film. Regardons. Les effets des films érotiques, je ne vais pas vous faire un dessin, mais ce n'est pas que symbolique. Voilà. Donc, autrement dit, il y a bien des effets qui sont dans la matérialité. Et je salue par la même Stéphane Amato, qui peut-être est-il connecté en ce moment. Aucun lien avec ce que je viens de dire, bien sûr. Bonjour Stéphane. Donc, je reviens un peu sur les notions d'intérêt, de la pluridisciplinarité. C'est que, effectivement, quand on est dans des disciplines qui sont assez développées en France, comme la sémio, les sémioticiens vont nous aider parce qu'ils nous sortent des hypothèses sur les contenus qui vont nous permettre de tester en réception ou dans les effets. Mais la sémiotique n'est pas une discipline qui s'intéresse aux effets.
par principe, par définition. La sociologie n'est pas une discipline qui s'intéresse intrinsèquement, alors on peut en discuter, ceci dit, aux effets. Même si les sociologues ont énormément fait avancer la notion d'effet, mais ils vont plus être davantage dans la notion de processus, les sociologues, ou de représentation à représentation. Pourquoi c'est intéressant de travailler sur les effets en psych? Parce qu'on fait systématiquement le lien avec la production. Allons voir du côté de la sociologie des acteurs ou de la psychologie sociale des acteurs. Quand on interroge les producteurs nous disent souvent, je fais un contenu, je fais un film, je fais une publicité, je fais de la communication environnementale, je fais de la communication politique pour avoir un effet. C'est-à-dire que quand on fait de la publicité, on vise un effet. Quand on fait un discours politique, on vise un effet, notamment le vote. Quand on fait de la communication environnementale, on vise un effet. Il faut que les gens changent leur comportement. Donc, on voit bien que l'intérêt pour les SIC ou en sciences de la communication, des effets, c'est qu'on peut se justifier en disant parce que c'est pensé en production comme étant des effets. Donc, c'est tout à fait justifié que nous, en réception, on l'étudie comme c'est pensé en production, parce qu'on fait le lien entre production et réception en communication. Donc, c'est parfaitement justifiable. Et comme souvent en production, on nous dit que ce sont des effets qu'on vise au niveau individuel, il est tout à fait justifié également d'étudier les effets au niveau individuel, en matière de causalité. Donc ça, c'est un premier élément qui montre qu'en communication, on a un intérêt très clair à étudier les effets parce que c'est pensé en production. D'où l'intérêt également de faire des recherches qui lient production et réception. C'est très intéressant de faire comme par exemple Pascal Bernard a fait ou Didier Mayer dans leur thèse. Ils ont étudié comment c'est pensé en production et comment ensuite nécessairement on va regarder si c'est reçu comme ça en production et si ça a des effets comme ça en production. Et donc là, la théorie qui va chercher les effets est parfaitement justifiée en communication. Et vous comprenez bien que quand j'ai parlé avec mon sociologue, qui me disait les effets n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'eux n'étudient pas la production. Donc pour eux, il n'y a pas d'intérêt forcément à étudier les effets en tant que tels, parce qu'ils ne font pas de lien avec la production. Donc, à partir de là, on peut également faire des liens avec les usages, la théorie des usages. On a, dans l'enquête qu'on a faite en usage, dans le domaine des usages, sur la manière dont les gens utilisaient les médias, notamment les médias numériques, lors du Covid, ils avaient des besoins, ils avaient des besoins d'adaptation et donc ils ont utilisé les médias pour s'adapter, en tant que copying, pour augmenter leur bien-être. Mais à un moment donné, ils nous ont tous dit, j'ai eu une phase où j'ai étudié les effets de mon média pour voir si effectivement ça augmentait mon bien-être. Donc à un moment donné, même au niveau des usages, il y a une partie d'effets. C'est-à-dire que j'essaye d'étudier la perception que j'ai des effets que je pense avoir lorsque je me divertis. Voilà, j'utilise les jeux vidéo pour me divertir. Est-ce que effectivement, ça me permet de me divertir? Donc, quel effet ça a? Donc, même au niveau des usages, on peut croiser avec la notion d'effet. Voilà. Alors, un dernier point, et je terminerai là-dessus. Au niveau des méthodologies qu'on utilise dans les effets, de nouveau, on a l'ensemble des palettes utilisables, mais on a une grande partie aussi extrêmement intéressante qui est étudiée par expérimentation. Pourquoi? Parce que dans l'expérimentation, on a la notion de causalité. Et la causalité, c'est une des seules méthodes, la méthode expérimentale, soit en milieu naturel, soit en milieu contrôlé, qui permet d'étudier la causalité de ce que l'on donne. Et donc, autant dans les usages, autant dans les réceptions, on ne cherche pas forcément la causalité, autant en effet, on cherche la causalité. Et donc, pour ceux qui sont intéressés par la causalité, je vous renvoie au critère de Hill, H-I-2-L, critère très intéressant que vous trouverez, qui explique bien à quoi renvoie la causalité. La méthode expérimentale se justifie parfaitement. Bien sûr, quand on ne peut pas utiliser la méthode expérimentale, on va croiser tout un tas d'autres méthodes, des questionnaires, des méthodes d'entretien, des méthodes longitudinales, très intéressantes les méthodes longitudinales, de manière à essayer de faire des liens de causalité. Voilà. Un dernier mot sur nos collègues sociologues, c'est qu'ils ont quand même fait avancer la théorie des effets, parce qu'on a les modèles de l'agenda sitting, on a les modèles du knowledge gap, on a les modèles de la spirale du silence. Donc tout ça, ça connote quand même des effets. Et donc, pour terminer, je dirais que dans les théories de la réception, dans les théories des usages, dans les théories des effets, je crois qu'il faut être très ouvert.
il faut avoir un pluralisme méthodologique, un pluralisme théorique. L'intérêt des cycles, c'est qu'on peut étudier au niveau individuel, au niveau social, microsocial, macrosocial, culturel. Et tout cet intérêt, c'est de passer d'un niveau à un autre niveau quand on étudie donc ce qui se passe en aval de la production et au niveau du dispositif. Et donc, je crois qu'on a intérêt à prôner chez nous le pluralisme théorique, le pluralisme méthodologique, mais aussi le pluralisme épistémologique, parce qu'on le voit, on croise tout un tas d'épistémologie également. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et on aura dans ce séminaire des illustrations à chaque fois différentes de ces différents courants. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Thilo si tu as une petite réaction, sachant qu'on a davantage prévu des discussions sur les interventions que sur cette introduction, et peut-être les collègues, notamment à distance, qui veulent intervenir, pourront le faire aussi à la fois sur l'intervention de Didier et de Thilo, après celle de Thilo. Voilà. Je te donne la parole en tant que grand témoin. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu veux venir à Fribourg partager ton enthousiasme avec nos étudiants et nos collègues et doctorants dans le cadre d'un cours ou séminaire? Mais ça, tu pourras me répondre après. Mais c'est passionnant et j'ai hâte de te confronter avec ces personnes. Et puis la deuxième question, c'est par rapport à ces différents paradigmes, si on prend maintenant une innovation médiatique qui vient d'arriver comme ChatGPT ou avant la communication mobile, est-ce que tu vois une sorte de partage de rôle, complémentarité ou ordre peut-être dans lequel les différents paradigmes devraient se mettre en place et en marche dans ce processus de rechercher cette innovation? Ouais. Alors, je suis toujours un peu embêté avec ChatGPT et l'IA. Alors, je sais que tu vas nous en parler peut-être après, parce que pour mesurer les effets, me semble-t-il, il faut quand même un certain temps, un certain délai. Donc, quels vont être les effets de l'intelligence artificielle? Ce qui m'étonne toujours un petit peu, c'est qu'on a des collègues chercheurs qui se lancent dans l'intelligence artificielle, alors que je trouve que c'est pas assez mûr, il faut quand même un certain recul, etc. Donc, la notion d'effet sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est trop tôt pour le faire. La notion de réception, là, elle peut être extrêmement intéressante, mais je pense que c'est surtout les usages, me semble-t-il, parce que là, nos étudiants le savent bien, ils vont chercher pour répondre à des besoins et gratification dans ChatGPT, de quoi répondre. Donc, je crois que la théorie des usages me semble extrêmement pertinente aujourd'hui, je pense. Après, la réception, je n'ai pas vraiment pensé à comment on pourrait le voir, la réception. Mais théorie des usages, oui, individuellement. Et théorie des effets d'ici quelques mois, années, à voir. D'accord. Voilà. Merci. Et puis avec plaisir pour Fribourg.